Bienvenue dans le podcast Sème ta joie et heureuse de te voir parmi nous. Sème ta joie, c'est faire de la place pour la joie et la légèreté. Je te donne rendez-vous chaque mardi pour un nouvel épisode. L'intention de ce podcast est de semer des petites graines de réflexion, d'amour, de joie, de te partager mon cheminement en espérant que ça résonnera en toi. Je suis coach en PNL, éternel apprenti de la vie et j'ai à cœur de te transmettre mes apprentissages. Ensemble, accueillons les défis de la vie comme les joies qui nous attendent. Restons fidèles à ce que désire notre cœur. Libérons-nous et semons la joie encore et encore. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur et qui s'est beaucoup manifesté ces derniers temps dans ma vie. Je vous donnerai bien sûr quelques exemples et je vous parlerai aussi de moi, de mon histoire pour tout simplement simplifier la compréhension de ce sujet et pour vraiment que ce soit incarné, que ça... Comme d'habitude, dans tous les épisodes que je vous enregistre ici. Donc en fait, j'aimerais vous parler du fait de minimiser nos sentiments, nos ressentis, nos perceptions, minimiser ce qu'on croit. Enfin voilà, vraiment, c'est un peu ce truc de se cacher, apprendre en fait, à se faire discret, ne pas trop dire les choses parce que ça risque de gêner, de déranger. Voilà, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que je me sens très concernée en fait par ça. Et peut-être que ce sujet-là vous parlera aussi. J'aimerais vous parler de comment ça peut se manifester, vous donner bien sûr quelques exemples et pourquoi pas aussi vous donner quelques aides, quelques solutions, même si je n'ai pas forcément envie... Enfin voilà, quelques pistes en fait à explorer plutôt pour vraiment apprendre aussi en fait à moins se faire discret, à être un peu plus... à affirmer un peu plus en fait ses propos et ce qu'on ressent. Même si c'est un travail de tous les jours, de longue haleine, j'en suis bien consciente. Déjà en fait, pourquoi on a cette tendance en fait à minimiser. Pourquoi on a cette tendance à minimiser ce qu'on ressent, ce qu'on a. Derrière, c'est vraiment le fait de... En fait, justement, moi je pense que l'une des plus grandes peurs derrière, c'est qu'on a peur de déranger, on a peur de déplaire, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être jugé aussi, on a peur que les autres pensent qu'on en fait trop, d'être passé pour une folle, d'être passé pour un fou aussi, même si je pense que le fait d'être passé pour une folle, d'être passé pour une folle ou pour un fou, c'est quand même un problème un peu plus féminin, mais j'en suis pas persuadée. Voilà, il y a beaucoup de peur en fait derrière. Et parce que aussi, souvent dans notre éducation, pour les personnes qui ont justement cette tendance-là à minimiser les choses, à minimiser ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent, c'est tout simplement qu'on leur a appris en fait à être discret, qu'on leur a dit en fait dès qu'elles avaient quelque chose à dire, une émotion aussi, qu'elles avaient une émotion, en fait qu'on les a un peu coupé l'herbe sous les pieds tout simplement, sans forcément que ce soit volontaire. Parfois juste parce que le parent n'avait pas la place en fait d'entendre son enfant, n'avait pas lui-même en fait la capacité à ce moment-là d'écouter son enfant et de trouver les ressources pour que son enfant se sente écouté, accepté, aimé, etc. Donc c'est souvent, ça vient vraiment très souvent quand même de notre éducation, comme dans beaucoup de choses, de notre enfance, mais aussi de l'adolescence. Et puis moi je pense que même le fait de se minimiser,
de se faire petit, d'être discret. Je pense, et je pense même que j'en suis persuadée finalement, c'est aussi un problème systémique. C'est ce que la société nous a beaucoup inculqué, à l'école aussi. C'est un conditionnement. Beaucoup qu'on retrouve aussi chez les femmes, parce que les femmes, c'est pas très bien vu en fait, qu'elles prennent trop de place. Ça peut faire peur, ça peut déranger, chez certains hommes aussi bien sûr, mais moi je pense qu'il y a aussi énormément, énormément ce problème sociétal tout simplement, qu'on n'a pas le droit en fait, qu'on pousse énormément de personnes en fait à pas prendre trop de place. Surtout si elles ont des propos qui dérangent, surtout pour les personnes peut-être qui dénoncent et qui le faisaient déjà depuis tout petit, qui dénoncent les choses, qui voient les choses, qui ont un peu cette perspicacité à ressentir, qu'ils ont peut-être même un peu une sensibilité, des intuitions. Donc ces personnes-là, souvent, encore plus que les autres, en fait, on les a un peu mis sous le tapis. Donc voilà, c'est vraiment quand même un gros sujet, le fait de minimiser, de se faire petit. Et moi, je voulais vous donner des exemples où, bien sûr, j'en ai énormément parce qu'en fait, c'est un masque, c'est un costume que je porte beaucoup. Depuis longtemps, je pense que depuis que je suis enfant, depuis que je vais vraiment à l'école en fait. Et je pense que c'est beaucoup à l'école, moi, où ça m'a, voilà, où j'ai appris à porter ce masque-là, parce que j'avais peur, parce que le groupe peut m'affoler aussi, et donc je préfère me faire petite, observer. Il y a beaucoup de ça. Je pense que c'était aussi beaucoup avec mon père, avec ma mère aussi parfois bien sûr, beaucoup avec des figures en fait d'autorité aussi. Et ça on le fait beaucoup avec des personnes qu'on pense, qu'on croit être un peu supérieures à nous. Ça peut, on l'adopte aussi beaucoup dans notre travail parce que voilà, il y a comme ben, il y a une hiérarchie quand même qui se fait. Qui, donc bien sûr, il y a un côté très bon à ça, hein. Pour moi, voilà, il y a un côté très bon à ce qu'il y ait une certaine hiérarchie. Et en même temps, moi je trouve que ça apporte beaucoup de blocage, beaucoup de pression, beaucoup. Voilà, ça fait en fait qu'on continue encore et encore à porter des masques, à porter des costumes. Enfin bref. Pour revenir un petit peu à mon histoire, c'est vrai que moi c'est des comportements que j'adopte depuis très longtemps. Et honnêtement, je m'en suis pas vraiment rendu compte pendant très longtemps aussi. C'est un peu normal en fait, je disais que voilà, j'étais une personne timide, donc en fait je prenais carrément ce rôle comme si ça faisait tout simplement partie de moi. Et j'essayais pas de comprendre en fait pourquoi j'étais timide, pourquoi j'avais cette tendance-là à être discrète. Je me disais voilà, c'est mon caractère. Donc effectivement, il y a du vrai là-dedans. J'ai quand même cette tendance à beaucoup observer. Quand il y a des groupes, en fait, je peux être impressionnée, mais c'est aussi parce que ben, en fait, j'ai peur d'être rejetée, jugée, d'en faire trop, d'écraser. J'ai beaucoup ces peurs-là qui remontent. Et j'ai deux exemples euh, assez récents et en même temps qui me parlent beaucoup avec ce fait de minimiser. Le premier, c'est que récemment, je suis tombée à vélo et je me suis fait assez mal. Heureusement, j'ai eu de la chance parce qu'il y a juste ma tempe qui a été touchée, ma joue, mais j'ai quand même dû faire pas mal d'examens à l'hôpital pour voir si je n'avais pas eu de traumatisme crânien, bien sûr. Et puis je me suis bien écorchée aussi au niveau du genou, au niveau de mes poignets qui étaient complètement tordus, heureusement pas cassés, mais complètement tordus pendant 2 jours. Je n'arrivais presque plus à les bouger, je n'avais plus du tout de force. Là ça va un petit peu mieux, cet accident est arrivé là, il y a 3 jours. Et en fait, le moment où je suis tombée, il y a une personne qui m'a aidée et qui m'a dit comment j'allais. Bon, sur le moment j'avais un peu honte en plus. Sans réfléchir, je dis oui, ça va. Et au final, après, je me suis dit non, non, en fait, ça va pas du tout.
La personne m'a aidé à me lever et il m'a demandé voilà, qu'est-ce que j'allais faire maintenant, si j'allais au travail, si j'allais demander de l'aide, s'il voulait que j'appelle les pompiers. Enfin voilà, il me questionnait un peu. J'ai dit non, non, c'est bon, je vais aller au travail. Bon, heureusement, j'avais un train à prendre, donc mon train venait d'arriver. J'ai marché à côté de mon vélo, il y a une collègue qui est venue me chercher. Sauf que, en fait, moi, dans ma tête, j'étais là en mode, bah, en fait, je passe à l'infirmerie et c'est bon, quoi, je vais aller travailler. Enfin, voilà, y a rien de grave. Sauf que j'avais quand même un choc, j'ai pleuré énormément parce que, bah, en fait, c'était trop. J'avais mal, j'avais peur aussi parce que j'avais pris un gros coup sur la tête. Et ma collègue, quand elle m'a vu, elle a dit, bah non, en fait, on va appeler les pompiers. Et moi, à ce moment, je me suis dit, bah, c'est un peu exagéré quand même, non? Euh, voilà, ma réaction. En fait, j'ai complètement minimisé ce que j'avais alors qu'en fait, c'était crucial qu'on prenne soin de moi à ce moment-là, que j'aille à l'hôpital. Et c'était, enfin voilà, c'était vital, c'était pas juste un petit coin à l'infirmerie, on verra plus tard. Non, 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 non. Il fallait vraiment que j'aille à l'hôpital, que je fasse tous les examens, etc. Voilà. Donc là, pour moi, je me dis, ouais, c'est un truc de fou. Je minimise carrément bah, en fait, mes blessures, je minimise carrément, comme si c'était pas grave. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu aussi de mes grands-parents, que j'ai beaucoup entendu de ma mère, de mon père, forcément. À l'école, allez hop, on souffle sur Bobo et t'inquiète, tout s'envole. C'est un truc de fou. Et en fait, moi, je trouve ça grave quand même, d'en arriver là. Euh, c'est un exemple, j'aimerais aussi vous donner un autre exemple un peu plus lié à l'enfance, un truc un peu plus psychologique. Donc ça, c'était aussi il y a quelques jours, en fait, j'ai eu une discussion avec ma mère et à ce moment-là, il y a un souvenir qui est revenu de mon enfance où j'avais à peu près 7 ans et j'ai atterri dans un château, on jouait avec ma sœur, j'ai atterri dans un château, sauf que je n'arrivais plus à remonter le mur de ce château que j'avais parvenu à grimper et je n'arrivais plus en fait à faire retour arrière. Sauf qu'à ce moment-là, il y a des chiens qui sont arrivés parce qu'ils gardaient le château. Et clairement, ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais me faire bouffer par des chiens. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a un gardien, un homme qui est venu, qui a appelé ses chiens et qui est venu vers moi me, me sauver. Voilà, clairement, il m'a sauvé la vie. Euh, et en fait, déjà là, j'ai eu un premier traumatisme par rapport aux chiens. Donc après, j'avais très très peur des chiens. Jusqu'à encore, là, j'ai pu un peu soigner ça avec la PNL, la programmation neurolinguistique, à laquelle je me suis moi-même formée. Donc ça va un peu mieux. Mais il y a quand même un truc de fond, c'est aussi que mon père, à ce moment-là, en fait, il n'a pas eu une réaction rassurante envers moi. En fait, je pense qu'il a eu très peur et il m'a engueulé, il a été très menaçant avec moi. Alors qu'à ce moment-là, en fait, j'ai eu la peur de ma vie et j'avais juste besoin d'un soutien, d'une compréhension, d'un câlin. Et en fait, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu le réconfort que j'attendais à ce moment-là. Donc j'ai eu très peur pour ma vie. Et en plus de ça, bah, je me suis pris voilà, un retour à la réalité assez violent. Et j'ai discuté ce souvenir avec ma mère, sauf qu'à ce moment-là, bah, en reparlant, j'ai beaucoup pleuré. Parce que c'est encore fort pour moi ce souvenir. Et en fait, elle, sa réaction, ça a été de me dire ben voilà, ce que je ressens. En fait, il valait mieux voilà, que ce souvenir et tout, il valait mieux que je le mette dans un coin de ma tête et que j'y pense plus trop. Et en fait, ces mots-là, ça m'a encore plus énervée, même si je sais que ça partait d'une très bonne intention, bien sûr, et que c'est aussi elle-même qui a été conditionnée à être discrète, à minimiser les choses, parce que c'est plus simple aussi, en fait, de pas trop regarder, en fait, ce qui est inconfortable, de mettre dans l'ombre. Et, et donc, je comprends très bien
sa réaction, je comprends très bien. Et en même temps, je n'avais tout simplement pas envie à ce moment-là de l'accepter parce que ça m'a beaucoup blessée. Et, et en fait, à ce moment-là, pleurer pour moi, ça a été vraiment une bénédiction. Ça a été comme en fait un, comme le fait d'accueillir en fait cette immense peine, cette immense colère aussi que je n'ai pas pu ressentir à ce moment-là parce que bah, je n'avais pas le droit, parce que on m'a dit en fait de me taire, parce qu'on m'a pas donné cette place-là. Et donc le fait de pleurer là adulte, ce souvenir-là, en fait, j'ai eu l'impression aussi de redonner une place importante à cette petite fille. Et j'ai vraiment senti ça comme une libération. Et donc j'étais pas forcément d'accord avec ma mère à ce moment-là sur le fait de minimiser ce sentiment et de l'enfuir. Parce qu'en fait, comme cet accident en vélo, parfois le fait de dire non, en fait, non, là ça c'est grave, non, ça je n'ai pas à minimiser, j'ai pas à me taire une fois de plus, bah, en fait c'est aussi se redonner de la place, c'est aussi ben, se donner toutes les capacités possibles pour se libérer de ça, pour se soigner, pour prendre soin de soi. Et, et en fait, c'est important, c'est comme de la régulation émotionnelle aussi, c'est vraiment important de ne pas constamment minimiser les choses. Et quelque part, c'est aussi se redonner du pouvoir finalement. J'ai eu la sensation de m'être donné du pouvoir quand j'ai accepté de me laisser aider, soutenir par ces pompiers, par l'hôpital. J'ai eu la sensation aussi de m'être donné du pouvoir en me disant bah non en fait là je vais pas minimiser ce souvenir, c'était grave et là non j'ai envie de pleurer, je pleure. Voilà, je me libère. Et le message aussi que j'ai envie de faire passer c'est que souvent nos propres émotions, nos propres ombres, nos propres mots dérangent les autres et nous dérangent nous-mêmes aussi, hein, comme ça a été le cas pour le coup avec mon accident à vélo. Et, et souvent ça vient du fait que en fait, ces personnes-là, ou nous-mêmes, on ne s'autorise pas en fait à vivre ça. On ne s'autorise pas à vivre bah, les émotions plus désagréables ou tout simplement on n'a pas envie de déranger. C'est toujours un peu ça qui revient. Et c'est toujours plus acceptable en fait de refouler nos émotions, de les glisser dans l'ombre, de vivre une vie lisse, sans vagues et sans tempête. C'est toujours beaucoup plus confortable. Et, et pour vous donner quelques clés, quelques pistes peut-être à aller explorer, si vous faites aussi partie de ces personnes-là qui ont tendance à minimiser ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont, à refouler, à mettre dans l'ombre, ben, peut-être déjà une des premières pistes d'exploration, c'est d'accueillir les émotions quand elles sont là. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, sans vous poser de questions. Laissez-vous juste traverser par l'émotion, sans vous essayer de comprendre, juste allez-y. Et après, vous verrez ce que ça a pu, vous faire, quel bénéfice ça a pu avoir sur vous. Mais juste laissez-vous traverser si vous avez envie de pleurer, allez-y. Deuxième piste aussi, c'est d'apprendre à recevoir l'aide des autres, d'apprendre à recevoir sa propre aide et vraiment en fait, de recevoir, d'apprendre à être plus réceptif à ce qui se présente là. Que par exemple cet accident à vélo, en fait, j'ai appris à recevoir l'aide de toutes ces personnes et sans me dire non, 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 faut pas. J'ai accepté en fait de prendre de la place aussi à ce moment-là et d'être le centre de l'attention. Parce que ça aussi, parfois, quand on est quelqu'un qui mimie, c'est qu'on n'a pas trop confiance en nous et que c'est assez inconfortable en fait d'être le centre de l'attention. Donc apprenez aussi à l'être. Donc ça peut être une troisième piste. Apprenez à être le centre de l'attention parfois, à être peut-être cette personne qui en fait trop, à être cette personne
peut-être à accepter en fait cette posture, peut-être même d'être la nana, le mec chiant, même si voilà, j'ai pas envie qu'on se pose ces étiquettes-là, mais tout simplement accepter d'être qui on est à ce moment-là, même si ça déplaît les autres, même si ça dérange. Parce qu'en même temps, si vous dérangez, c'est aussi que bah, peut-être ces personnes-là pourront apprendre quelque chose de vous. Peut-être que... Enfin voilà, vous savez pas quel cadeau vous faites aussi à ces personnes-là, à ce moment-là, quand vous dérangez. Et puis vous, ça vous libère et ça vous redonne vraiment beaucoup de pouvoir et une posture beaucoup plus importante. Donc acceptez tout simplement d'être tout ça. Bien sûr, une quatrième voie d'exploration, c'est la confiance en soi. Donc la confiance en soi, ça passe quand même beaucoup par l'action. Donc en fait, plus on est dans l'action, c'est en faisant qu'on a confiance en nous. Par exemple, ben voilà, enregistrer, publier un podcast. Ouais, au début, c'est super compliqué, c'est gênant, on sait pas trop quoi dire, on se juge beaucoup. Et puis au fur et à mesure, on devient de plus en plus bon. Et surtout, on a de plus en plus confiance en nous. On accepte aussi un peu plus l'imperfection. Et c'est beaucoup plus fluide. Donc, et on arrive mieux à porter notre voix. Et c'est vraiment comme ça, en fait, que ça se travaille, la confiance en soi, pour tous les domaines. Si vous voulez avoir confiance en vous dans la relation de couple, ben voilà, essayez d'être en couple et faites des erreurs et apprenez de ces erreurs et continuez à cheminer. Et plus ça sera comme ça, bah, plus vous aurez confiance en vous. C'est comme ça dans tous les domaines. Et puis bien sûr, notre voie d'exploration, c'est d'apprendre à s'affirmer, à porter sa voix, à oser affirmer ses vérités, ses propos, à oser peut-être en discuter aussi avec d'autres, voilà, pas forcément être dans cette posture en mode voilà, j'ai ma vérité, je suis super fermée. Non, apprendre aussi à accueillir ce que les autres pensent. Mais en même temps, si pour vous, vous êtes dans une forme de bah ouais, bah je suis sûre que c'est ça, en tout cas, je l'incarne et voilà, je suis assez sûre de moi sur ce sujet-là, affirmer aussi tout ça. Et ça vient aussi au fur et à mesure. Voilà pour les quelques pistes. En tout cas, c'est vrai que c'est un sacré sujet. Et pourquoi pas vous en parler un petit peu plus dans un autre épisode de podcast sur tout ce truc de se minimiser, être discret, jouer peut-être l'affichage aussi, l'homme sage. Enfin voilà, c'est vrai que ça me ferait plaisir de vous en parler un peu plus dans notre épisode parce que je trouve que c'est un sujet vraiment très intéressant. Et je sais que j'ai encore beaucoup de choses à travailler là-dessus, mais quand je regarde mon parcours d'adolescente à maintenant, c'est vrai que je trouve que je le fais encore beaucoup, mais j'en ai plus conscience. Et quand je le vois, bah, je me dis non, en fait, non, en fait, là, il faut que j'arrête, il faut que je m'affirme, il faut que j'accepte aussi l'aide des autres. Et mes émotions, elles sont importantes, elles ont leur place, donc j'ai besoin d'être traversée et j'ai plus envie de minimiser, j'ai plus envie de minimiser le fait que j'ai mal. Et puis ça peut aussi, voilà, être aussi dans le sens positif, en mode, bah, en fait, voilà, je suis une personne intelligente qui a aussi des belles choses à transmettre et non, stop, j'ai plus envie de minimiser ça, j'ai envie de commencer à transmettre. Ça peut aussi être dans ce sens-là, bien sûr. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me parler, vous aussi, de ce qu'évoque ce sujet pour vous. Est-ce que vous minimisez beaucoup? Est-ce que vous avez cette tendance-là à être discret? Et c'est même, en fait, finalement, un masque que vous portez, mais vous ne vous en rendez même plus compte. Voilà, ça serait super intéressant de discuter tout ça avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup.